La ruelle sale, sentant l'humidité et les vieilles ordures, voyait rarement la lumière du soleil. C'est là, derrière les poubelles, qu'Alina était assise, recroquevillée. Ses cheveux fins, qui n'avaient pas été lavés depuis longtemps, étaient collés à ses joues pâles, et sa vieille veste déchirée la protégeait à peine du vent glacial. C'est à ce moment qu'elle entendit des voix fortes et furieuses. Son regard, habitué à glisser sur l'asphalte, se leva. Tout au bout de la ruelle, il y avait 2 hommes. Le millionnaire Constantine Smith, qu'elle avait vu plus d'une fois dans des magazines glacés, et un énorme bandit barbu avec un pistolet. « Tu pensais que j'allais oublier » grogna le bandit. « Tu m'as tout pris, tout ce que j'avais, mon entreprise, ma maison, ma famille, et maintenant tu vas payer. » Constantine Smith avait l'air pitoyable. Son regard tomba sur Alina. Elle vit sa peur et il la vit aussi, une pauvre femme minable de la ruelle. À ce moment, le bandit la remarqua. « Hé, toi, la petite, viens ici, gronda-t-il. » Mais Alina ne bougea pas. Il fit un pas vers elle, menaçant. « Tu es sourde ?» J'ai dit « Viens ici. On dirait que tu ne sais pas qui je suis. Tu es minable, inutile. Si tu ne dégages pas d'ici tout de suite, je ferai en sorte que même les chiens ne te retrouveront pas. Tu es aussi inutile que toutes ces ordures dans lesquelles tu fouilles. » Ces mots étaient une routine familière pour Alina, mais quelque chose dans le regard suppliant de Smith et dans la rage du bandit fit sursauter son cœur. Et alors, contre toute logique, contre la peur, elle se leva lentement. Mais d'abord tout dans l'ordre. La vie d'Alina n'avait pas toujours été ainsi. Il y a encore 7 ans, elle vivait dans une petite maison, mais confortable. Son père, Alex, était un ingénieur talentueux. Il travaillait dans une grande usine appartenant à la famille Smith et dirigeait même un petit département. Il était la fierté d'Alina, la personne la plus gentille et la plus intelligente du monde. Il ne vivait pas richement, mais pas pauvrement non plus. Ils avaient toujours assez pour la nourriture, les vêtements et les médicaments pour sa mère, Rihanna, qui souffrait d'une maladie cardiaque rare. Sa mère était une femme très fragile et délicate, et sa maladie était la principale préoccupation de la famille. Un soir, alors qu'Alina faisait ses devoirs, elle entendit ses parents se disputer doucement dans la cuisine. « Je ne sais pas quoi faire. » La voix de son père était pleine de désespoir. « Ils exigent de plus en plus. L'usine est au bord de la faillite. Ce Smith ne veut pas investir d'argent. Il dit que nous sommes déficitaires. »« Alex, mais tu es le meilleur spécialiste, » répondit sa mère. « Tu as dit que tu avais des idées pour ta année pour sauver l'usine. »« J'ai des idées, mais elles nécessitent des investissements. J'ai essayé de négocier avec Smith, mais il ne veut pas écouter. C'est comme s'il coulait notre entreprise exprès. »« Mais pourquoi ? Pourquoi ferait-il ça ? » demanda sa mère, et sa voix se remplit de peur. « Je ne sais pas, mais je ne vais pas abandonner. Pas à cause de toi, ma chérie, et pas à cause de notre petite Alina. Je trouverai une solution. On m'a proposé une option. » Alina, qui avait écouté cette conversation, n'en comprenait pas toute la portée, mais elle se souvenait de la peur dans la voix de ses parents. Elle se souvenait du nom de Smith et du fait que son père avait décidé de chercher une solution. Peu de temps après, son père a commencé à rester dehors, tard. Il rentrait fatigué, mais avec un sourire sur le visage. Il disait que tout allait s'arranger bientôt, qu'il vivrait encore mieux. Il avait signé un contrat qui, selon lui, devait sauver l'usine. Alina le voyait montrer fièrement les papiers à sa mère, et ses yeux brillaient d'espoir. Il expliqua à Rihanna que c'était sa chance et leur chance à tous. Il avait obtenu un prêt de Tran Tarako, un ancien ingénieur qui avait promis de l'aider avec de nouveaux équipements. Tran n'était pas intéressé par l'argent, il était intéressé par l'affaire, ce qui le distinguait de Smith. Mais le bonheur fut de courte durée. Quelques semaines plus tard, son père cessa de sourire et devint irritable et nerveux. Il recommença à rentrer tard, mais maintenant il dégageait un sentiment de désespoir. Un soir, il cria à sa mère que c'était un piège. Ce Tran l'avait trompé et avait falsifié les documents, le piégeant. L'usine appartenait maintenant à Tran, qui allait la mettre en faillite. Son père dit qu'ils étaient tous les deux en faillite. Alina ne comprenait pas ce que signifiait « en faillite », mais elle vit sa mère se prendre le cœur et son visage devenir blanc. Elle entendit son père crier au téléphone, essayant d'appeler quelqu'un qui pourrait les aider, mais personne ne répondait. Il suppliait en larmes, essayant de prouver son innocence, mais personne ne l'écoutait. Il disait qu'ils avaient un besoin d'argent pour racheter les dettes et pour des avocats, mais ils n'en avaient pas. Son père avait travaillé toute sa vie à l'usine et avait investi toutes ses économies dans ce projet maudit. Il ne put trouver d'aide. Le tribunal rendit rapidement une décision en sa défaveur. Leur maison fut vendue pour les dettes. Il mourut d'une crise cardiaque en pleine dernière audience. Alina le vit emporté sur une civière, et ce fut la dernière chose dont elle se souvint de sa vie passée.
Après la mort de son père, la mère d'Alina s'est éteinte encore plus vite. Elle ne pouvait plus se permettre de médicaments et Alina, encore une enfant, fut forcée d'aller travailler. Mais personne ne voulait embaucher une fille inutile et minable qui ne savait rien faire. Bientôt, elle se retrouva dans la rue et sa mère mourut quelques mois après son père. Alina n'avait même pas pu lui offrir des funérailles décentes. Au moment où Alina se levait lentement du sol, elle se souvenait de tout cela. Dans les yeux du bandit, elle vit la même rage qu'elle avait vue dans les yeux de son père ces derniers jours. Dans sa voix, elle entendit la même douleur et la même colère. Et elle comprit que ce Trent Taraco, le même homme qui avait trompé son père, se tenait maintenant devant elle, tenant en joue un homme qui, peut-être, était impliqué dans leur malheur. Le bandit répéta de déguerpir et fit un autre pas vers elle. Alina sursauta. Il n'y avait pas de peur dans ses yeux. Il y avait de la rage, pas celle du bandit, mais une autre, froide, glaciale. La rage qui s'était accumulée en elle toutes ces années. « Je te connais, dit-elle. Tu es ce Trent qui a trompé mon père Alex et nous a tout pris. » Le visage du bandit se déforma un instant de surprise. Il ne s'attendait pas à ce que cette petite le connaisse. « Qu'est-ce que tu sais ?» demanda-t-il. « Je ne connais pas d'Alex. Dégage avant que je... » La voix d'Alina devint plus forte, et des notes de désespoir mêlées de détermination y résonnèrent. « Tu sais très bien, tu l'as trompé, tu l'as piégé et tu as ruiné notre famille. Et maintenant, tu veux te venger de cet homme qui, peut-être, était de ton côté. » Constantine Smith, qui était resté silencieux jusque-là, écoutait attentivement. Son regard passa du bandit à Alina, et il y eut un certain intérêt. « Quelle insolence !» marmonna le bandit, et une lueur dangereuse s'alluma dans ses yeux. « Tu veux dire que je suis un escroc et que tu m'accuses de quelque chose ? Je ne fais que reprendre ce qui m'appartient de droit, et tu n'es pas du tout au courant de ce qui se passe ici. C'est de la faute de Smith. »« Tu as d'abord trompé mon père, et je le sais, » répondit Alina. « Ton père était un imbécile, et il a tout signé lui-même, » gronda Trent. « J'ai juste profité de sa stupidité, mais en fait je voulais juste le ruiner. Il était comme Smith, et il était trop intelligent pour sa place. Et toi, apparemment, non, » dit Alina, et ce fut sa plus grande erreur. Le bandit la saisit par le bras, et ses doigts se serrèrent sur son poignet mince, causant une douleur insupportable. « Tu parles trop, et apparemment tu en sais trop, » dit-il. « Il faut y remédier. » C'est alors qu'elle comprit que son désir stupide et désespéré de connaître la vérité l'avait menée à une mort certaine. Mais même à ce moment, elle ne pouvait pas abandonner. Elle ne pouvait pas rester là et regarder cet homme, qui avait ruiné sa famille, tenter maintenant de la tuer et, peut-être, de tuer Constantin Smith. « Lâche-la !» gronda Smith. « Elle n'y essaie pour rien. »« Tais-toi !» répondit Trent. Puis, s'adressant à Alina, il dit « Tu te trompes si tu penses que ton inutilité te sauvera et que j'aurai pitié de toi parce que tu es pauvre. » Et alors, il fit ce à quoi elle ne s'attendait pas. Il sortit un téléphone de sa poche. Il avait une proposition pour elle. « Tu veux connaître la vérité ? Ce qui s'est vraiment arrivé à ton père et pourquoi il était un tel imbécile ? Je te dirai tout et même plus. Je te dirai qui est le vrai coupable qui a vraiment détruit ta famille. » promit-il. Alina regarda Smith. Son visage était encore pâle, mais maintenant, on pouvait lire la peur dans ses yeux. Pas pour sa vie, mais pour quelque chose d'autre de plus important. Il regardait Trent, puis elle, et dans son regard, il y avait une supplication pour qu'elle n'écoute pas. Mais Alina lui répondit de tout lui dire. Et alors Trent commença à parler. Trent Taraco, en fait, était l'ancien partenaire de Constantine Smith. Ils avaient commencé ensemble dans les années 90, mais Constantine avait toujours été plus intelligent et plus rusé. Il ne voyait les gens que comme des outils pour atteindre ses objectifs. Trent dit qu'ils étaient comme des frères et qu'ils avaient construit leur entreprise ensemble. Mais ensuite, Satan Smith l'avait piégé, avait falsifié des documents, l'avait trompé, et Trent avait tout perdu. Il lui avait tout pris, tout ce qu'il avait, il l'avait ruiné et avait fait en sorte qu'il perde non seulement son entreprise, mais aussi sa famille. « Tu mens !» s'exclama Smith. « Tu étais toi-même impliqué dans toutes les machinations et tu voulais toi-même me piéger. Je le voulais, mais tu as été plus rapide et plus rusé. » gronda Trent. « Tu m'as piégé le premier et maintenant que j'ai appris que tu allais me vendre ton usine et quitter le pays, j'ai compris que c'était ma dernière chance. »« Pourquoi as-tu ruiné mon père ?» demanda Alina. « Il n'était qu'un ingénieur et n'était pas coupable dans vos affaires. »« Il était un imbécile, aux décences, » répondit Trent. « Il croyait qu'il pourrait sauver l'usine, qu'il pourrait faire quelque chose, et je voulais juste lui montrer qu'il n'y a pas de justice dans ce monde. Il n'était qu'un pion dans mon jeu. Je voulais prouver à Smith que moi aussi, je pouvais jouer dans la cour des grands, que je pouvais être comme lui. Je voulais le ruiner, mais je n'en avais pas la force. Et alors, j'ai commencé à ruiner ceux qui lui étaient chers, ceux qui le servirent. « Tu mens !» répéta Smith. « Tu as tout inventé et tu voulais juste voler son argent. »
Tais-toi, gronda Tran. Le père d'Alina était à mon instrument. Je l'ai utilisé pour te montrer que je pouvais te prendre ce que tu avais de plus cher. Qu'est-ce que tu veux dire demanda Alina. Tran répondit et des larmes brillèrent dans ses yeux. Le père d'Alina n'était pas juste un ingénieur pour Smith. Il était comme un fils pour lui. Il était la seule personne en qui il avait confiance. Et je le savais, et je l'ai utilisé. J'ai ruiné son père, et j'ai fait en sorte que Smith le perde. Alina n'en croyait pas ses oreilles. Elle regarda Smith, et dans ses yeux, elle vit de la douleur, quelque chose qui lui avait été caché toutes ces années. Elle répéta qu'il était comme un fils pour lui. Smith ne pouvait pas avoir d'enfant parce que sa femme était malade, et il a toujours traité ton père comme son fils, répondit Tran. Il a investi de l'argent en lui, il l'a éduqué et l'a aimé. Et quand j'ai découvert ça, j'ai décidé que ce serait ma vengeance. Alina regarda Smith et il resta silencieux. Il se tenait de juste là, la regardant, et il y avait des larmes dans ses yeux. Il n'essaya pas de réfuter les mots de Tran. « Tu savais ce que tu faisais, » dit Alina. « Tu as ruiné mon père et il n'a rien fait. Il a juste regardé pendant qu'il mourait. J'ai essayé de l'aider, mais c'était trop tard, » dit Smith. « Tran a falsifié tous les documents et a fait en sorte que je ne puisse pas l'aider. J'étais impuissant. »« Tu mens, » gronda Tran. « Tu pouvais l'aider, mais tu ne voulais pas. Tu voulais juste qu'il perde tout ce qu'il avait et qu'il soit minable. »« Je ne voulais pas qu'il soit minable, » cria Smith. « Je voulais juste qu'il soit honnête, mais il ne pouvait pas. Il voulait toujours tout de suite. Il voulait toujours plus que ce qu'il méritait. »« Et maintenant ?» demanda Alina. « Il a tué mon père, il nous a tout pris, et maintenant, il est juste là, à me regarder. » Tran regarda Alina, et il n'y avait plus de rage dans ses yeux. Il y avait de la douleur, et il fit ce à quoi elle ne s'attendait pas. Il baissa son pistolet. « Tu as raison, dit-il. Je suis minable, inutile, et j'ai tout perdu ce que j'avais. Et maintenant, je veux juste que tout s'arrête. » Il s'approcha lentement, presque suppliant, de Smith et lui tendit le pistolet. « Prends-le, demanda-t-il. Prends tout et laisse-moi tranquille, parce que je suis fatigué. » Smith prit le pistolet. Il regarda Tran, puis Alina, et vit dans ses yeux, non pas de la haine, mais de la compassion. Elle, la fille minable et inutile, qui avait tout perdu ce qu'elle avait, regardait l'homme qui avait ruiné sa famille, avec compassion. « Et maintenant ?» demanda-t-elle. « Je ne sais pas, » répondit Smith, « mais je te dois quelque chose pour ce que tu as fait. Tu nous as sauvés. »« Je n'ai sauvé personne, dit Alina. « Je voulais juste savoir la vérité. Je voulais juste savoir pourquoi mon père était mort. »« Tu l'as apprise, » répondit Smith, « et maintenant tu dois décider quoi faire ensuite. » Tran, la tête baissée, dit qu'il lui rendrait tout l'argent, tout ce qu'il avait volé à son père. Alina le regarda. Elle regardait l'homme qui avait détruit sa vie, et elle ne ressentait pas de haine. Elle ressentait de la pitié. Elle savait que la haine ne changerait rien, qu'elle ne ramènerait pas son père ni sa mère. « Je ne veux pas de ton argent, dit-elle. Je veux que tu te repentes, que tu dises la vérité et que tu vives, et que chaque jour tu te souviennes de ce que tu as fait. » Tran baissa la tête et pleura. Lui, l'énorme bandit furieux, pleurait comme un enfant. Alina regarda Smith, et lui, le millionnaire qui avait tout perdu ce qu'il avait, la regardait avec admiration. « Et maintenant ?» demanda Alina. « Maintenant, nous devons décider quoi faire, » répondit Smith. « Nous devons trouver un moyen de te rendre tout ce que tu as perdu, et je vais t'aider. Je te rendrai tout, je te donnerai tout. » La lumière du lampadaire clignotait, projetant des ombres étranges sur les murs sales de la ruelle. L'air était encore plus dense avec les mots non dits et les émotions lourdes qui pesaient entre eux. Constantine Smith, tenant toujours le pistolet de Tran, regardait Alina avec une stupéfaction non dissimulée. Dans ses yeux, il y avait non seulement le choc de ce qu'il venait d'entendre, mais aussi quelque chose de nouveau, de profond, la prise de conscience de sa propre impuissance et de sa culpabilité. Alina, en revanche, sentait que les blocs de glace qui avaient gardé sa douleur toutes ces années s'étaient déplacés en elle. Elle avait l'impression d'avoir survécu à un tremblement de terre qui avait détruit les vieux murs de sa haine et de sa souffrance ramande, les remplaçant par un vide et un étrange calme. Elle ne ressentait plus de rage, seulement de la fatigue. Fatigue de longues années d'errance, du froid et de la faim, de ce sentiment constant de n'être qu'une ombre, glissant sur la marge de la vie des autres. Tran, courbé, était assis par terre. Ses sanglots secouaient tout son corps énorme. Il ressemblait à une montagne qui s'était finalement effondrée, incapable de supporter son propre poids. À ce moment-là, il n'était plus un bandit ni un escroc. Il était juste un homme écrasé par ses propres erreurs. « Je ne comprends pas, » murmura Alina, s'adressant à Smith. « Pourquoi me dis-tu ça ? Qu'est-ce que ça change ? Je ne peux pas ramener mon père ni ma mère.
Tout ce que j'avais a disparu, et votre argent ne remplacera pas ma famille. » Constantine baissa le pistolet. Il se tenait devant elle non pas comme le millionnaire des magazines glacés, mais comme un homme perdu qui venait de réaliser toute la profondeur de sa propre perte. « Je sais que rien ne peut être ramené, dit-il. Sa voix était rauque et basse. Mais je peux essayer d'expier ma culpabilité. J'étais un imbécile, Alina. J'étais trop aveugle, trop absorbé par mes affaires pour remarquer ce qui se passait sous mon nez. Je pensais que ton père, qu'Alex, était juste un bon ingénieur. Je ne savais pas que Tran l'avait piégé. J'aurais dû savoir. J'aurais dû le protéger. » Alina le regardait, essayant de comprendre s'il était sincère. Toute sa vie, elle n'avait connu que le mensonge et la trahison. Faire confiance à quelqu'un, surtout à quelqu'un comme Smith, était impensable pour elle. Mais il n'y avait pas de mensonge dans ses yeux, seulement de la douleur. Et elle comprit soudain qu'il aimait vraiment son père, qu'il le considérait vraiment comme son fils, et que son indifférence n'était pas de la méchanceté, mais de la cécité. « Tu ne pouvais pas le savoir, » dit Alina, et sa voix était étonnamment douce. « Mais j'aurais dû, » s'exclama Smith. « J'y étais obligé. Il était pour ma responsabilité et j'ai échoué. Je ne l'ai pas protégé. » Tran, entendant leur conversation, leva la tête. Il y avait encore des larmes dans ses yeux, mais quelque chose de nouveau y était apparu, le désespoir. « Il ment, haleta-t-il. Il ment sur tout. Il savait ce que je ferais. Il ne s'est pas mêlé exprès. Il voulait que je le ruine pour pouvoir tout prendre pour lui après. » Smith regarda Tran et son visage s'assombrit. « Tais-toi, Tran, dit-il. Tu essaies encore de te justifier. Tu essaies encore de me rejeter ta faute. Tu as signé tous les documents toi-même. Tu as tout fait toi-même. Tu as tout perdu toi-même. Mais tu n'as pas voulu m'aider. Tu as dit que c'était ma faute. Tu m'as trahi. » « Nous étions frères, répondit Smith. Les frères ne se trahissent pas. C'est toi qui m'as trahi, Tran. Tu as commencé à jouer avec des règles sales et tu en as payé le prix toi-même. » Alina regarda ces deux hommes et elle comprit encore plus qu'elle n'était qu'un pion dans leur grand jeu. Elle n'était qu'un outil qu'ils utilisaient pour se faire du mal mutuellement, et c'était encore plus blessant qu'une simple ruine. « Assez !» cria-t-elle, et sa voix fine et claire déchira le silence de la ruelle. « Assez ! Je ne veux pas écouter vos disputes. Je ne veux pas savoir qui de vous est le coupable. Vous êtes tous les deux coupables. Vous avez tous les deux détruit ma vie. Et maintenant, vous êtes là à essayer de vous justifier. Je suis fatigué. Je veux juste que tout ça se termine. » Tran et Smith se turent. Ils regardèrent Alina et il y avait quelque chose dans leurs yeux qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Eux, deux hommes forts et puissants, devinrent soudainement petits et faibles devant cette fille fragile. « Que veux-tu » demanda Smith. « Dis-moi ce que tu veux et je te le donnerai, tout ce que tu veux. »« Je veux que vous me laissiez tranquille, » répondit Alina. « Je veux que vous partiez. » Elle se retourna et s'éloigna, s'enfonçant dans la ruelle, là où la lumière du lampadaire n'atteignait pas, là où se trouvait son obscurité habituelle. Mais Smith ne la laissa pas partir, il la saisit par le bras. « Non, dit-il. Je ne peux pas te laisser partir, je ne peux pas te laisser dans cet état. Je te dois quelque chose, je suis ton obligé. » « Tu ne me dois rien, » répondit Alina, essayant de se dégager. « Tu as déjà payé. Tu as perdu ton fils. Tu as tout perdu ce que tu avais. C'est suffisant. » Smith ne la lâcha pas. Il la regarda dans les yeux, et il y avait de la supplication dans son regard. « S'il te plaît, donne-moi une chance. Donne-moi une chance de réparer ce que j'ai fait. Donne-moi une chance de t'aider. » Alina regarda Tran, qui était toujours assis par terre, puis Smith. Elle ne pouvait pas comprendre ce qu'elle ressentait. Elle ne voulait pas de son aide. Elle ne voulait pas de son argent. Elle ne voulait qu'une chose, que sa vie redevienne comme avant, mais c'était impossible. « D'accord, dit-elle, et ces mots lui coûtèrent beaucoup d'efforts. « D'accord, qu'est-ce que tu proposes ?» Smith sourit. Ce n'était pas le sourire arrogant qu'elle avait vu sur les photos. C'était un sourire fatigué et triste. « Je veux t'aider. Je veux te rendre ce qu'on t'a pris. Je veux que tu vives à nouveau une vie normale. »« Normale ?» ricana Alina. « Qu'était-ce qu'une vie normale ? Je ne sais pas ce que c'est. »« Je le sais, répondit Smith, et je te la montrerai. Mais d'abord, nous devons décider quoi faire de lui. » Il fit un signe de tête vers Tran. Celui-ci, entendant leur conversation, se leva. « Je suis prêt à être puni, dit-il. » Sa voix était calme et humble. « Je suis prêt à tout te donner, Alina. Tout ce que j'ai. Je sais ce que j'ai fait, et je suis prêt à payer pour ça. » Alina le regarda. Dans ses yeux, elle vit non seulement du remords, mais aussi quelque chose d'autre. L'espoir du pardon. « Je ne peux pas te pardonner, dit-elle, mais je peux te comprendre. Tu as été comme moi. Tu as été trompé. Tu as été utilisé.
Et tu as fait une bêtise. Tran baissa la tête. Merci, dit-il. Merci de me comprendre. Et maintenant, demanda Alina. Maintenant, répondit Smith, nous devons aller à la police. Je dirai tout ce que je sais. Je dirai que Tran a essayé de me tuer, mais j'ai changé d'avis. Je dirai qu'il est venu de son plein gré pour se dénoncer. Et je demanderai qu'il soit pardonné. Tran leva la tête, et la lueur de l'espoir réapparut dans ses yeux. Tu le feras vraiment ? Demanda-t-il. Oui, répondit Smith. Je le ferai parce que j'ai compris que la vengeance ne résoudra rien. La vengeance ne me rendra pas Alex, la vengeance ne te rendra pas ta famille, la vengeance n'est qu'un autre cercle de l'enfer dans lequel nous sommes tous coincés. Alina regarda ces deux hommes, et son cœur se serra d'un sentiment étrange. Elle vit comment eux, deux ennemis, étaient soudainement devenus des alliés, et elle, celle qui était censée être la victime, était devenue leur sauveuse. « Mais qu'est-ce qui va m'arriver, George ?» demanda-t-elle. « Tu viendras avec moi, » répondit Smith. « Je te ramènerai à ma maison. Je te donnerai de la nourriture, des vêtements, tout ce dont tu as besoin. Je te donnerai une éducation. Je ferai tout pour que tu sois heureuse. » Alina n'en croyait pas ses oreilles. Ce millionnaire qu'elle qu'elle pensait être la cause de tous ses malheurs, lui offrait maintenant son aide. Mais elle savait que tout cela n'était pas sans raison. Elle savait qu'il ne faisait pas cela par bonté, mais par culpabilité. Et elle ne voulait pas être sa débitrice. « Je ne veux pas de ton aide, dit-elle. Je ne veux pas être ta débitrice. Je ne veux pas que tu te sentes coupable. »« Tu ne seras pas ma débitrice, répondit Smith. Tu seras mon ami, ma partenaire, ma famille. » Alina le regarda, et dans ses yeux, elle vit plus que de la simple culpabilité. Elle vit un désir sincère d'aider et comprit enfin. Elle comprit qu'elle avait une chance de changer sa vie, une chance de recommencer. « D'accord, dit-elle. « Je suis d'accord, mais à une seule condition. »« Laquelle ?» demanda Smith. « Je veux que tu me dises tout, répondit Alina. Tout ce que tu savais, tout ce que tu as retenu. Je veux que tu sois honnête avec moi. » Smith hocha la tête. « Je te dirai tout, dit-il. Je te le promets. » Il lui tendit la main. Alina la regarda, puis son visage, et enfin, après une longue réflexion, elle la prit. Elle sentit une chaleur qu'elle n'avait pas ressentie depuis de nombreuses années. Et à ce moment, dans cette ruelle sale et puante, elle sentit que sa vie recommençait enfin. Smith la conduisit à sa voiture, qui était garée à l'entrée de la ruelle. Tran, toujours la tête baissée, les suivit. Ils montèrent dans la voiture et Smith se dirigea vers le poste de police le plus proche. Ils roulèrent en silence tout le long du trajet. Alina regardait par la fenêtre et des milliers de pensées tournaient dans sa tête. Elle pensait à sa vie passée, à sa famille, au fait que tout cela n'avait pas été en vain. Elle pensait que son père, qui était mort en essayant de sauver l'usine, n'était pas un imbécile. Il était un héros. Il était un homme qui croyait en la bonté, qui croyait en la justice. Et elle était sa fille. Smith, Tran et Alina arrivèrent à la police et entrèrent dans le bâtiment. Smith s'approcha immédiatement de l'officier de service et déclara qu'il voulait faire une déposition concernant une tentative de meurtre. L'officier, reconnaissant Constantine Smith, appela immédiatement un détective. L'homme d'âge mûr, au visage fatigué et au regard perçant, écouta Smith. Il demanda si cet homme, en désignant Tran, avait tenté de le tuer. Smith répondit par l'affirmative, mais demanda de ne pas l'emprisonner. Il voulait qu'on lui pardonne. Le détective les regarda avec surprise, mais Smith était sûr de lui. Il dit que Tran avait compris son erreur, et qu'il ne voulait pas que sa vie soit ruinée, car il était comme un frère pour lui. Le détective hocha la tête et demanda à Tran s'il confirmait les paroles de Smith. Tran hocha la tête et dit qu'il était coupable, et qu'il avait été un imbécile. Le détective se tourna vers Alina, mais elle ne savait pas quoi dire, et secoua simplement la tête. Le détective décida de classer l'affaire comme une tentative de vol raté, et Tran serait tenu de réparer les dommages. Il travaillerait pour Smith et l'aiderait. Tran accepta. En sortant du poste de police, ils montèrent dans la voiture de Smith. Il ne se rendit pas à son manoir, mais à une petite maison très confortable. Il dit qu'il l'avait achetée récemment et qu'il voulait qu'Alina y vive. Alina regarda la maison. Elle ressemblait beaucoup à celle dans laquelle elle avait vécu avec ses parents. Ses yeux se remplirent de larmes et elle murmura qu'elle ressemblait à sa maison. Smith répondit qu'il le savait et qu'il l'avait achetée spécialement pour elle. Ils entrèrent dans la maison. L'intérieur était propre et douillet. Smith dit qu'il voulait qu'elle oublie tout ce qui s'était passé et qu'elle commence une nouvelle vie. Il promit de l'y aider. Il serait son mentor, son père. Alina le regarda. Son cœur se remplit de chaleur. Elle savait que tout cela n'était pas sans raison.
Elle savait qu'il ne faisait pas cela uniquement par culpabilité, mais aussi parce qu'il avait perdu son fils, et elle était son dernier espoir. Elle le remercia pour tout et le serra dans ses bras. Et à ce moment-là, dans cette petite maison douillette, elle sentit que sa vie recommençait enfin. Après cette nuit, la vie d'Alina a complètement changé. Elle n'était plus la fille sans abri de la ruelle. Elle vivait dans une maison confortable. Elle avait de la nourriture, des vêtements propres et un lit chaud. Mais surtout, elle avait un mentor, Constantine Smith. Il a vraiment tenu sa promesse. Il lui a tout raconté ce qu'il savait, sur son entreprise, sur ses erreurs, sur son amitié avec le père d'Alina, sur la façon dont ils avaient commencé ensemble, construit l'usine et cru en leur propre force. Il lui a raconté comment il avait tout perdu quand Tran l'avait trahi et comment il avait trouvé la force de se relever. Alina, à son tour, lui racontait sa vie, comment elle vivait avec ses parents, comme ils étaient heureux, comme elle aimait son père. Elle lui parlait de sa mère, de sa maladie, de sa gentillesse. Elle racontait comment elle avait tout perdu. Tran a également changé. Il a commencé à travailler pour Smith, mais pas comme un esclave, mais comme un partenaire. Il a commencé à l'aider à reconstruire l'usine. Il travaillait du matin au soir, essayant d'expier sa culpabilité. Il venait voir Alina pour lui raconter comment il travaillait avec son père. Et lui raconter comment ils avaient fait des plans ensemble, comment ils rêvaient de l'avenir. Il lui racontait comment il avait trahi son ami, et lui aussi, comme Smith, lui demandait pardon. Alina ne pouvait pas le pardonner, mais elle pouvait le comprendre. Elle ne voyait pas en lui un bandit, mais un homme qui s'était perdu dans ses ambitions. Elle voyait en lui un homme qui, comme elle, était une victime des circonstances. Elle voyait en lui un homme qui, comme elle, cherchait sa voie. Quelques mois plus tard, Alina entra à l'université. Smith lui paya les études. Elle choisit la faculté d'ingénierie pour continuer l'œuvre de son père. Elle étudiait avec une grande assiduité, s'efforçant d'être la meilleure. Elle ne voulait décevoir ni son mentor ni son père. Smith, à son tour, a également changé. Il est devenu plus doux, plus sensible. Il a commencé à passer plus de temps avec Alina. Il est devenu pour elle un véritable père. Il lui a enseigné les affaires, il lui a enseigné la vie. Il lui a appris à être forte. Tran a également changé. Il est devenu plus honnête, plus responsable. Il a commencé à aider Alina dans ses études. Il est devenu pour elle un grand frère. Il l'aidait dans ses études, il l'aidait dans sa vie. Il est devenu son pilier. Alina, Smith et Tran sont devenus une seule famille. Ils étaient comme trois éclats qui s'étaient enfin retrouvés. Ils étaient comme trois âmes perdues qui avaient enfin trouvé leur foyer. Mais leur bonheur fut de courte durée. Un soir, alors qu'Alina rentrait de l'université, elle entendit Smith et Tran se disputer dans la cuisine. « Tu as complètement perdu la tête ?» cria Smith. « Tu veux qu'on se fasse tous arrêter ?»« Je ne veux pas qu'on se fasse arrêter, » répondit Tran. « Je veux qu'on soit honnête. Nous devons rendre l'argent que nous avons volé aux gens. »« Nous ne pouvons pas, » cria Smith. « Si nous rendons l'argent, nous serons en faillite. Nous perdrons tout. Mais nous devons le faire, » cria Tran. « Nous devons rendre ce que nous avons volé. Sinon, nous serons pareils à ceux. » Il ne termina pas sa phrase. Il regarda Alina qui se tenait dans l'embrasure de la porte. « Alina, dit-il. » Alina les regarde. Son cœur se mit à battre plus vite. Elle comprit que leur bonheur était bâti sur un mensonge. Elle comprit qu'ils étaient toujours des voleurs. « Vous volez toujours ?» demanda-t-elle. Smith et Tran restèrent silencieux. Alina n'était plus la fille sans abri de la ruelle. Elle est devenue la partenaire de Smith, et ensemble, ils ont fondé une organisation caritative pour aider les personnes démunies comme elles l'avaient été autrefois. Constantine Smith, libéré de sa culpabilité, a consacré sa vie à expier les péchés du passé. Tran, après avoir purgé sa peine, est sorti de prison transformé. Il a refusé l'argent que Smith lui offrait et a commencé à travailler comme bénévole dans la même fondation qu'Alina et Constantin avaient sans créer. Dans ses yeux, où brûlait autrefois la rage, il y avait maintenant de la résignation. Il savait que le pardon n'est pas quelque chose que l'on reçoit, mais quelque chose que l'on doit mériter. Ils n'ont jamais oublié Alex, le père d'Alina. Son portrait était accroché dans le bureau de la fondation, rappelant comment une petite tragédie peut mener à de grands changements et comment la futilité peut devenir une force.